Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette édition. On s'achemine peut-être vers une levée du mot d'ordre de grève dans les universités sénégalaises afin de sauver cette année. Le SAES a eu des convergences de vues avec le chef de l'État. Depuis un an, la Syrie vit au rythme de la violence. Le bilan est lourd aujourd'hui. Près de 8000 morts y sont dénombrés. Bonjour à tous. L'espoir peut être permis après l'audience que le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, a eu avec le SAES. On s'acheminerait vers une levée du mot d'ordre de grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le président de la République et le bureau du SAES. Écoutons à ce propos Seydi Ababakar Ndiaye. Il est le secrétaire général du SAES. Il est interrogé par Alassane Cissé. Vous savez que nous sommes des organisations démocratiques. Alors, nous sommes mandatés par une base et il est clair que la primeur des informations appartient à ces bases-là. Ce qu'on peut par contre dire, c'est d'abord remercier le président de la République d'avoir pris le temps de nous recevoir malgré un calendrier chargé et d'avoir pris non seulement des engagements fermes, mais des instructions fortes. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est l'application de ces instructions, l'opérationnalisation à travers les ministres concernés. Exactement. C'est-à-dire que le président peut donner des instructions, mais il revient au ministre de les appliquer. Puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce qu'un travail n'a pas été fait en aval. N'est-ce pas? Disons en amont, pardon. Maintenant, il s'agit pour les ministres concernés de se rattraper et d'être en phase avec le président qui a compris exactement pourquoi nous étions en mouvement. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une dynamique de lever la grève? Je vous l'ai dit tantôt, une organisation démocratique ne lève pas des mouvements à la présidence ou où que ce soit en dehors des instances régulières de cette organisation. Et c'est le cas du syndicat de l'enseignement supérieur. Nous retournerons vers les bases pour les informer, attendre leur point de vue, synthétiser et donner la suite. Mais ce qu'on peut dire clairement, c'est que ce mouvement, nous n'avons jamais voulu y entrer. Donc si nous y sommes, parce qu'on nous a amenés par des comportements qui auraient dû être autres de la part des tutelles et des différents ministères, nous sommes les premiers à être pressés d'en sortir. Déjà, nous sommes rassurés que le président ait compris et se sent en phase avec nous. Nous, l'inquiétude qu'on a, c'est sur les ministres et non pas le président. Il faut que ce soit clair. Autre aspect de l'actualité, la cérémonie de lancement du deuxième numéro de la revue Les Cahiers du Plan s'est déroulée ce mercredi. Les travaux étaient dirigés par la directrice de cabinet et du ministre de l'économie et des finances. Et ces travaux ont porté sur le thème la protection sociale et les filets de sécurité. Une façon pour l'État du Sénégal de mettre l'accent sur la nécessité de faire de la protection des groupes vulnérables un des piliers de sa politique de développement à côté des investissements. C'est ce que nous dit Louise Bidza. Les journées d'études et de réflexion organisées le 7 septembre 2011 aura été une des étapes marquantes ayant permis de réunir toute la substance du présent numéro. Les 47 pages qui composent cette revue mettent en évidence des questions relatives au développement économique et social, la thématique de la protection sociale et des filets sociaux de sécurité autour de laquelle gravitent les différents articles pourraient jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. Cette revue a pour objet de questionner des thématiques qui ont une importance dans le développement économique et social du pays. C'est ainsi qu'après le premier numéro consacré au thème du changement climatique, pour ce deuxième numéro, nous sommes intéressés à la protection sociale. La protection sociale occupe une place non négligeable dans l'agenda des politiques nationales. La direction générale du plan s'intéresse à ce thème qui figure en bonne place dans ses préoccupations. Protection sociale et croissance économique donc, constituent deux dimensions fondamentales à partir desquelles on pourrait trouver des ébauches de solutions pour pouvoir trouver une solution au développement. Donc, partant de ce constat, nous avons jugé utile de mener cette réflexion, d'essayer de l'approfondir pour voir dans quelle mesure la protection sociale pouvait contribuer à la croissance économique sans la nuire. Au nom du ministre de l'économie et des finances, Mme Néné Mboup Ndiaye Dieng, directeur de cabinet du dit ministère, a invité l'assistance à œuvrer davantage pour une meilleure prise en compte de la protection sociale au sein des structures.
La journée mondiale de la consommation est célébrée ce 15 mars et pour cette année au Sénégal, l'Union nationale des consommateurs l'a célébrée à sa manière en créant son propre parti politique. Le MDS est ainsi né. Le MDS, c'est le mouvement de la demande sociale qui a pour objectif de régler les problèmes des consommateurs et de contribuer à la baisse des prix des denrées de première nécessité. Écoutons à ce propos Khadijatou Gueye Ndiaye. Dans un pays où pratiquement près de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté, alors nous avons réfléchi en tant que mouvement associatif que peut-être le mouvement associatif a des limites. Et pour aller au-delà de ces limites et de ces contingences, nous avons décidé de nous muter, de créer plutôt un parti politique dénommé le mouvement de la demande sociale. Ce mouvement vient d'être créé et nous avons été reçus hier par la coalition Benno Bokk Yakaar avec le président Macky Sall, qui nous a donné des garanties sûres sur une meilleure prise en charge des besoins des Sénégalais. Donc, avec leur simulation, je crois que des baisses considérables seront notées sur le prix du riz, de l'huile, du gaz et du sucre. Le parti vraiment pourra accéder aux instances de décision et également porter donc les revendications de la population au niveau de ces instances décisionnelles. Khadijatou Gueye Ndiaye, interrogée par Safoura Sow. Opération Commando, c'est le nom donné à cette opération de nettoiement déclenchée par le ministère du cadre de vie et de la culture et suite au mouvement de grève des agents de Veolia. Les agents du nettoiement réclament 2 mois de salaire à cette société. Ibrahim Ndong a parcouru les rues de Dakar pour nous faire le point. Prendre les dispositions pour se substituer à Veolia pendant cette période de grève, pour au moins soulager les populations du plateau, donc des déchets qui se jonchent aujourd'hui le long des grandes artères. L'objectif est clair, plus question de laisser Dakar et ses environs envahis par les ordures ménagères. Selon le ministère de la Culture et du cadre de vie, la grève de Veolia ne doit pas plonger la capitale dans une situation méconnaissable. Conformément au principe de la continuité du service public, la tutelle s'est substituée aux concessionnaires. On a le devoir d'assurer la continuité du service. C'est ce qui justifie notre présence avec des techniciens de surface qui veulent travailler, avec des concessionnaires qui veulent nous accompagner. Nous sommes là depuis donc 18 heures pour assurer quand même, on peut soulager quand même la capitale quand même de ces déchets. Il est 1h du soir, nous sommes dans les rues de Dakar Plateau, domaine d'intervention de Veolia. Les décors inhabituels dans certains coins de la rue ne laissent pas indifférents les usagers. En plus de leur mouvement de grève, certains techniciens de surface de Veolia font la ronde jusqu'au milieu de la nuit. C'est l'objectif, s'opposer à la volonté du ministère d'enlever l'état d'immondice. En voulant faire ce travail, donc nous avons été donc confrontés donc à des réticences donc de la part des grévistes donc qui nous ont menacés, mais nous on les a expliqué quand même qu'ils ont le droit d'aller en grève, mais nous on a le devoir d'assurer la continuité du service. Pour la réussite de leur opération, il a fallu l'intervention de la police centrale de Dakar. L'opération Commando est déclenchée pour faire face à la grève de Veolia. Elle sera maintenue jusqu'au retour à la normale de la situation. Ibrahim Ndong qui nous a proposé ce reportage de nuit. Sur l'international, voici 1 an que la Syrie connaît une révolution. Des milliers de Syriens se sont soulevés depuis le 15 mars 2011 contre le régime de Bachar el-Assad. Des manifestations qui ont fait plus de 8000 morts depuis lors. Tout est parti d'une forte campagne sur les réseaux sociaux. Pendant 1 an, ces images tremblantes filmées dans le feu de l'action ont été leur seul outil pour nous montrer leur quotidien. Des scènes toutes similaires jour après jour. Les manifestations d'abord, puis les tirs, la peur et les morts. Le lendemain, des funérailles puis de nouveau. Et l'histoire se répète. Des vidéos témoins mises en ligne via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, devenus des plateformes d'information, un scénario aujourd'hui familier à travers le monde.
Ceux qui envoient ces vidéos sont considérés comme des terroristes par le régime de Damas. Parmi eux, Badr, cet ancien instituteur est devenu un cyberactiviste. Il risque sa vie à chaque connexion Internet. Cet appareil est notre seul lien avec le monde extérieur. C'est ce qui nous permet de porter notre voix. Il a la même valeur qu'une vie humaine. Parce qu'il transmet à l'extérieur ce qui se passe ici. C'est une véritable arme. Bachar el-Assad a mené une campagne contre nous en prétendant que nous étions des terroristes, dotés de moyens modernes et agissant contre le régime. Une interview réalisée par notre équipe entrée en Syrie en février dernier, clandestinement. D'autres journalistes ont bravé les interdits de Damas, dépêchés sur le terrain en cachette. Ils ont voulu montrer la réalité syrienne au monde. Certains, comme Mani, photoreporter, ont vécu durant des semaines à Homs aux côtés de la population, cible des pilonnages. L'armée, les forces de sécurité ont une politique de terreur et ils ciblent de manière tout à fait intentionnelle les civils, qu'ils soient des hommes, des femmes ou des enfants parfois. Mani dit vouloir retourner à Homs, pas seulement pour informer, mais aussi désormais pour réunir des éléments, remonter la chaîne des responsabilités et fournir des preuves à qui de droit. De son côté, le régime parle de propagande et accuse la communauté internationale et ses médias de ne montrer qu'une infime partie de la réalité. Depuis le début de la contestation, 6 journalistes ont été tués en Syrie. Barack Obama et David Cameron décidés à poursuivre leur mission en Afghanistan et ce malgré les difficultés sur le terrain. Ces deux pays accordent leur violon afin de faire face à la situation après la bavure d'un soldat américain ayant fait une dizaine de morts et les menaces des talibans. Obama et David Cameron ont une nouvelle fois scellé l'amitié anglo-américaine lors d'un dîner à la Maison-Blanche. Peu avant cette réception, sur un ton plus grave, le président américain et le premier ministre britannique ont largement abordé la situation en Afghanistan lors d'une conférence de presse. Pas question pour eux de modifier leur mission, même si les talibans ont promis de venger les morts de Kandahar. Au prochain sommet de l'OTAN à Chicago, nous déterminerons la prochaine phase de transition. Cela inclut de passer à un rôle de soutien l'an prochain, en 2013, avant que les forces afghanes prennent totalement le contrôle en 2014. Les États-Unis prévoient de réduire leur contingent de 90 000 soldats à 68 000 d'ici la fin septembre et de retirer le reste progressivement jusqu'en 2014. Même son de cloche de la part de David Cameron en visite à Washington. Avec ses 9 500 soldats encore sur place, le Royaume-Uni est le deuxième plus grand contributeur de l'ISAF. Pour le Premier ministre britannique, beaucoup a déjà été fait. Nous n'allons pas construire un Afghanistan parfait, même si clairement nous faisons des progrès concrets, avec plus de marchés ouverts, de centres médicaux ouverts, d'enfants allant à l'école, de personnes pouvant vivre dignement et en sécurité. 3 jours après le massacre de 16 civils afghans, le secrétaire d'État américain à la Défense s'est rendu en Afghanistan. Une venue planifiée depuis longtemps, mais qui a pris une ampleur particulière dans ce contexte. Léon Panetta a tenu à rencontrer des soldats du contingent américain, menacés par les talibans. La France est toujours au rythme de la campagne ou de la pré-campagne électorale. François Hollande a sonné la grande mobilisation pour garder son avance dans les sondages. Les différents candidats ont également des fortunes diverses dans ces sondages. Jean-Luc Mélenchon continue d'être la grosse révélation de cette année. Il arrive au cri de François Président. Dans la salle, 8000 militants socialistes, c'est la réponse au meeting de Villepinte. Le temps de la confiance est terminé, l'heure est à la mobilisation. C'est vous, lucidement, peuple de France, qui allez décider de votre avenir. Rien n'est joué, c'est vrai. Rien n'est fait, rien n'est conquis, rien n'est acquis. Dans le dernier sondage CSA au premier tour, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont maintenant au coude à coude, 28% chacun. Marine Le Pen, elle, gagne 1 point à 16%. François Bayrou reste stable, 13% d'intention de vote. 1 point de plus pour Jean-Luc Mélenchon, 11% des voix. La progression la plus stable depuis plusieurs semaines, c'est lui. Mes amis, me voici devenu tout d'un coup à la mode. J'observe que les ennemis du peuple, et parmi eux les plus enragés, glapissent encore plus violemment contre moi que jamais. 1 point de moins pour la candidate des Verts, Eva Joly, créditée de seulement 1%.
Au second tour, le candidat PS reste gagnant. C'est toujours lui qui l'emporterait avec 54% des voix. Le Japon vient de mettre à la disposition de l'hôpital Albert Royer de Fann, du centre Aminata Mbaye et du dispensaire ophtalmologique de Baobab un important don. Ces fonds alloués à la santé vont aider à la réhabilitation de ces 3 structures. Ces 3 projets entrent dans le cadre du renforcement du bien-être social. Le Japon accompagne ainsi le Sénégal dans cette politique d'amélioration de la santé sociale pour toutes les populations vulnérables. Claire Mbodjo. C'est sous des applaudissements que l'on a procédé à la signature des 3 contrats de dons. L'acte entre dans le cadre de l'aide non remboursable pour des projets à la sécurité humaine du Japon. Cela devrait contribuer à soutenir beaucoup de programmes dans les domaines de l'éducation et de la santé au Sénégal. Le but étant de soulager les populations confrontées à des difficultés d'accès aux soins médicaux de base. Le don qui vient à point nommé est destiné à équiper le service de chirurgie pédiatrique. Il comprend l'acquisition d'un lavabo aseptique, d'un bistouri électrique chirurgical, d'un aspirateur chirurgical, d'une table d'opération, d'une lampe sialytique, d'un moniteur de surveillance, d'une table de réanimation chauffante néonatale et d'un respirateur d'anesthésie. Il va nous permettre 2 choses essentiellement: réfectionner le bâtiment, mais aussi ajouter au bâtiment actuel ou aménager dans le bâtiment actuel un bloc opératoire avec de nouveaux équipements. Ainsi, sur place, au cœur des parcelles assainies, en plus des consultations habituelles, des interventions chirurgicales seront pratiquées grâce à l'aménagement du bloc opératoire, d'une salle d'anesthésie et d'une chambre de réveil. L'enseignement spécialisé est aussi au cœur des préoccupations. Pour la 2e fois, le centre Aminata Mbaye est choisi. Le Japon offre 3 nouvelles salles de classe équipées et un bus pour un transport sécurisé des enfants. Le partenariat fructueux entre les deux est salué. Depuis des années, divers projets ont été réalisés dans beaucoup de domaines. Nous avons réalisé diverses coopérations pour le développement de ce pays. Et surtout, nous avons soutenu des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ainsi, le Japon compte continuer ses actions de bienfaisance. L'ambition est de mieux contribuer à la prise en charge des populations les plus démunies pour un bien-être social partagé. Merci Claire Mbodj et toutes nos excuses pour ce petit incident intervenu dans cet élément. La suite de ce journal, de jeunes leaders musulmans et chrétiens main dans la main au sein d'une même association afin de participer au développement socio-économique du Sénégal. Cette structure mise en place est dénommée Mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal. Kaltoum Gueye a assisté à la conférence de presse de lancement du mouvement. Un autre mouvement est né. Il s'agit de celui des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal. Ce projet est porté par les jeunes leaders des différentes familles maraboutiques et foyers religieux musulmans, ainsi que les leaders du milieu associatif chrétien. Celle-ci se veut ouverte à tout leader qui se reconnaît dans les valeurs islamo-chrétiennes, car le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal est un prolongement d'une vision commune que les jeunes partagent sur le pays. L'idée de mettre sur pied un tel mouvement a germé dans nos esprits en début juin 2011. Au-delà de la nécessité pour les jeunes leaders de se regrouper autour d'une structure, ils veulent aussi contribuer à la bonne marche du pays. Le but est de favoriser la connaissance mutuelle des mouvements et associations des différentes confréries religieuses et de l'Église du Sénégal. Mener des activités de sensibilisation sur les problèmes qui touchent la vie des jeunes. Éveiller à l'évolution, œuvrer à l'éveil des populations et l'instauration d'un climat propice au dialogue politique et citoyen. Travailler pour la stabilité sociale de notre pays.
contrebalancer les structures et associations qui prônent les contre-valeurs au Sénégal. Étant une première dans la sphère sénégalaise, le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal compte jouer sa partition dans le développement et la stabilité du pays. Le Sénégal a réussi le pari de la gratuité des antirétroviraux. Les antirétroviraux, ce sont ces médicaments destinés aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Les ARV sont distribués au niveau décentralisé par les pharmacies régionales d'approvisionnement. Dans la région de Fatick, par exemple, certains prestataires déplorent quelques ruptures dans la fourniture de ces médicaments et la rareté des formes pédiatriques. Du côté de la pharmacie régionale, par contre, on assure toujours avoir un stock de sécurité. Omar Dia. Le traitement de toute maladie suppose la disponibilité de médicaments. Dans le cas de la réponse au sida, il faut des antirétroviraux. Au niveau décentralisé, ces produits sont disponibles dans les pharmacies régionales d'approvisionnement. Concerne les ARV, les antirétroviraux, ils nous viennent avec leurs commandes trimestrielles. Ils font des commandes trimestrielles basées sur suivant une maquette. Et on leur donne en général minimum un mois de stock disponible. Au niveau district, à chaque fois qu'ils viennent faire leurs commandes, ils sont satisfaits. Il est souhaitable pour éviter les ruptures de traitement de disposer de façon continue de ces médicaments qui freinent l'évolution de la maladie. Il faut une disponibilité des ARV pour avoir une réponse satisfaisante. Mais aussi, il y a un autre problème. Il faut un accompagnement social des malades. Par rapport aux ARV qui sont fournis gratuitement, qu'il y a surtout à rendre plus disponibles, et en particulier les formes pédiatriques. Les formes pédiatriques quand même constituent une des difficultés. Au niveau de la PRA, on refute toute idée de rupture pour des produits aussi vitaux que les ARV. Par contre, les prestataires ont le devoir de surveiller l'évolution de leur stock pour faire leurs commandes à temps. Je suis un peu étonnée d'entendre que les ARV ne sont pas disponibles. Les ARV sont distribués au district. Les postes de santé ne s'approvisionnent pas à notre niveau. Les médicaments peuvent engendrer des effets secondaires. La prise des ARV doit s'accompagner d'une bonne alimentation. Certains patients qui ont des problèmes pour s'alimenter. Et assez souvent, ils vous disent, vous les voyez avec un état général qui n'est pas très bon. Et ils vous disent, je n'ai pas les moyens d'acheter de quoi manger. Quelquefois même, ils vous disent, je ne prends pas mes médicaments parce que j'ai peur de les prendre à jeun alors que je n'ai pas de quoi manger. Donc il faut qu'on fasse tout pour appuyer sur le plan nutritionnel. Le paradoxe ici est que le moyen thérapeutique existe sans pouvoir être utilisé correctement du fait de l'indigence de certains malades. L'impossibilité de s'alimenter correctement et l'arrêt du traitement sont deux facteurs aggravants de toute maladie. Merci Dr Omar Diaw, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. Très bonne suite de programmes sur votre télévision nationale. Tout de suite le Wolof avec Pendamba Wade. Bonne journée à tous, au revoir.